La marée arrive. La marée Pharynx décide, nous éclairée informe. aux espoirs. Asphalte. Vent secteur ouest, force 9. D'asphalte. Rafraîchissant 10. Marée. Terrain. Baïne au Ruine reflux. de naphte. Houle Alors, d'asphalte. votre La ville attention, risque s'il d'être vous plaît. recouverte à plus de 90%. Annonce. Farniente. La marée monte. Elle est annoncée énorme. Alors la ville verrouille ses fondations. Souterrain, rez-de-chaussée et premier étage. Tous les bâtiments sont mis à étanche. Ça ne servira à rien, comme toujours. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que la marée va transformer. Condamner ou élire, puisque c'est elle qui choisit. On ne sait pas ce qui va disparaître en s'affaissant dans l'asphalte liquide. Pas plus que ce qui va surgir des hauts fonds, sinon des parkings et des phares noirs. Une centaine de phares de plus, comme la dernière fois? Ça n'en fera jamais que 5000. Pour 5 millions d'habitants, ça laisse un public, dans l'absolu. Pour les fartistes, pour les créateurs de contenu, pour les médias, pour les vendeurs de signes et d'objets. Dans l'absolu, seulement, puisque tout le monde émet en même temps. Depuis ce matin, ça émet d'ailleurs de partout, de tous les phares, et plus que jamais. Ça signale l'inéluctable, ça scintille, ça halogène ses voisins et ça déchire la nappe au laser. Ça allume tout ce que ça peut dans les phares fendillés des banlieues, là où j'aime encore regarder, parce que c'est pathétique, parce que c'est beau, à pleurer. Les bougies et les flambeaux, les lanternes à huile qui flagellent, les becs de gaz et les feux de pneus. J'ai même vu une lampe de poche qui clignotait du morse à l'aurore. Pour dire quoi, au juste, toutes ces lueurs? Et à qui? 3/4 des codes utilisés sont incompréhensibles. Les messages sont diffusés dans le vide. Notre vide, si moderne, la nappe, ce tissu lumineux entre les phares, toujours changeant, cet écheveau de faisceaux et de rayons qui se cumulent, rivalisent et s'annulent. Rien de tout ça n'aurait acquis la moindre épaisseur s'il n'y avait la circulation éternelle des voitures au sol, le smog qui en résulte, et la bruine. La lumière s'y colle, y prend corps et texture, et ça donne la nappe, oui, saturée et surinvestie, notre espace de communication, ce qu'il nous reste de ciel. Moi, je l'ai toujours vécu comme une sorte d'insulte, de compétition faite au soleil. Farago. Il arrivera un jour où il me sera impossible d'atteindre Sophia, à l'autre bout de la ville. Le cercle châtain de ses iris n'accrochera plus aucun de mes rayons. Si bien qu'aucune lueur ailée, fragile, ne viendra briller en retour dans les miens, portant ses mots codés, la fraîcheur de son feu à éclat, ses couleurs. J'ai essayé plus de 20 fois depuis ce matin. Ça ne passe pas. Hissé à 60 mètres, mon phare avait à l'origine la hauteur et la portée pour lui parler directement. Plus aujourd'hui. Je n'ai plus assez de puissance dans mon pinceau pour percer la nappe. J'aimais au mieux dans les trous, entre deux éblouissements. J'ai attendu plus de 2 heures l'éclipse couplée de 3 phares à occultation. J'ai espéré une panne des feux fixes sur la perspective Nevsky. En vain. Sous la poussée continue des immeubles, qui est l'essence de cette ville, sa pulsation profonde, avec l'extension des surfaces asphaltées, qui isole Sophia à chaque marée un peu plus dans les laisses des parkings liquides, coagulant mal avec la surrection des phares automatiques qui émettent trop fort, n'importe quoi et tout le temps. J'ai peur de ne plus y arriver. Farago, ton nom veut dire je sème, tu sèmeras toujours, vous sèmerez toujours, m'a émis farci dans sa langue à lui, sa lumière qui utilise tellement de couleurs qu'elle est difficile à recevoir. Je veux aller la retrouver dans son phare dès demain, par les avenues inondées, et je ne le peux qu'omarer, elle le sait. Je veux la prévenir. Oui, farci, j'ai toujours su varier mes codes jusqu'ici, me renouveler. Mais un jour j'aurai simplement trop d'angles à trouver, sur trop de vitres, avec insuffisamment de phares frères comme toi, qui soient fiables dans le décodage de l'intime, pour relayer mon amour. Lamproie. Les copains m'émettent souvent des feux du style. Toi, Lamproie, là où tu gîtes dans le phare ouest, sur la presqu'île du tarmac, tu sers juste à guider les remorqueurs et les vraquiers. On calerait un fanal en haut d'une perche, ça ferait pareil. Sauf qu'à l'équinoxe, quand la tempête bout à l'horizon et roule à toute berzingue vers nous, que les lames d'asphalte fracassent les digues et crachent sur la plage du ballast, que les vitres des galeries commerciales éclatent, Lamproie, il est debout dans son phare, comme aujourd'hui, à morcer les coefs, avec l'odeur du goudron qui lui retourne le cerveau, et les seaux de dispersant que je balance à pleine lampée pour dissoudre le bitume gluant sur mes lanternes. Les marées comaques, quand ça monte, y a plus personne pour rester à la proue et encaisser la houle de goudron. Les patrouilleurs rentrent leur mari salope au port et cherchent en caquant un lit étanche dans les soultes calfatées des cités cargo. Je les ai vus ce matin, opponents.
Ce qu'il calcule pas, c'est qu'une bonne moitié de ces épaves finira lestée par 30 mètres de fond, avec l'asphalte qui fige lentement autour des quilles, en sirop, avant de devenir dur comme la pierre. Et là, le patrouillard, il a plus qu'à espérer que les provisions de sa soute tiennent le mois dans la panique, qu'on lui plante pas une lame pour manière de survie, qu'on ait repéré sa carcasse sous 30 de bitume, et qu'une équipe de foreurs, avec des marteaux piqueurs mouse, veuille bien prendre le mal d'aller les extraire de leur gang de morts brutes, parce qu'ils reniflent une cargaison qui vaut l'effort. Comprenez bien. Quand l'océan nègre gronde au large, quand il vient s'affaler sur nous de toute sa masse chargée au sang des crassiers du monde, toute l'épaisseur de nuit que contient l'asphalte nous salue, bien bas, nous, les lampistes, les jeteurs de lumière et de blabla d'ampoules. Il vient nous expliquer l'asphalte que c'est lui qui fait, et nous qui causons, après coup, par-dessus. Nous qui tricotons des phrases avec des photons, quand, lui, il bâtit des barres d'habitation avec sa lave noire qui pousse et nous féconde le béton comme une sève. Appel au phare! Appel au phare! L'autorisation d'émettre expire ce soir à minuit. Passé cette limite et jusqu'à nouvel ordre, les codes tempête pourront seuls émettre dans la nappe. Par conséquent, il vous reste 4 heures pour diffuser vos messages. Les plages d'émission sont les suivantes. Phare de catégorie C, autophare, fartiste et lifar, 18h à 19h. Phare de catégorie B, vigie tempête, vigie marée et éclaireur, 19h à 20h30. Phare de catégorie A, phares commerciaux et publicibleurs, 20h30 à 22h. Diffuseur et bateau feu, 22h à minuit. Farago. 18h à 19h pour Sophia et pour moi, une petite heure à la brune pour les 4500 phares les plus faibles, les moins bien équipés et par conséquent les plus menacés par la marée. Et 2 heures pleines au milieu des ténèbres pour Ophar, Farine et Pharynx, les 3 diffuseurs suréquipés, agressifs et crétins qui accaparent déjà 80% de la luminance de la nappe avec leurs spots, leurs lasers et leurs projecteurs de défense antiaérienne. L'autorité de régulation des clartés nous humilie et ne s'en cache plus. Entre 18 et 19, c'est-à-dire dans 1 heure, ce sera la grande panique des lueurs. Sophia va subir une rafale d'éclairs, de flashs très brefs, souvent poussifs, venus de tous les points de l'espace, et elle ne décodera rien. Je n'ai aucune chance. Il faudrait un miracle pour qu'elle sache que je viens. Farniente. Lorsque la ville a été fondée, nous étions 12. 12 phares, avec ce privilège, cette magnifique responsabilité de pouvoir émettre dans le noir nu. Nous nous étions répartis les heures de diffusion. Quand on ouvrait le pinceau, les ténèbres étaient comme fendues en deux. Les immeubles éteignaient leurs lampes. On n'éclairait parfois qu'une avenue, parfois l'océan, sans rien chercher à signifier, pour la splendeur des reflets sur l'asphalte, parce qu'une femme, seule, marchait à la lisière des vagues. Et puis on parlait de la ville, des cargos arrivés à la frange des tempêtes et des médiathèques qui poussaient à l'envers. Nos faisceaux projetaient des images sur les parois des cargos figés dans le tarmac, une par une. Ça formait des sortes de films, des films d'animation qu'on fabriquait, qu'on découpait et qu'on montait avec des équipes d'artisans et quelques dessinateurs braques. Il fallait 4 mois pour aligner 2 minutes. Mais quelle minute! La lumière, ainsi cadrée et dosée, il me semble qu'elle prenait un sens. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que voient les autres. Les phares s'expriment, bien sûr. Se copient souvent, se décodent et se décalquent. Ils jettent leur lueur personnelle. Expressio-moi, be yourself, comme tout le monde. Moi, j'ai arrêté d'émettre depuis longtemps. On me dit aigri. J'ai inscrit phare niente sur mon fronton, avec un texte peint sur les 80 mètres de mon cylindre blanc, que j'efface et repeins de temps à autre. Qui dit quoi? Que dans un monde où tout le monde croit devoir s'exprimer, il n'y a plus d'illumination possible. Rien ne peut être éclairé dans la luminance totale. Il faut beaucoup de silence pour entendre une note. Il faut beaucoup de nuit pour qu'un éclair puisse jaillir, pour qu'une couleur neuve soit perçue, soit reçue. Si j'en avais le pouvoir, j'émettrais aujourd'hui un trou noir, quelque chose comme un cône d'extinction, forant au ventre l'épaisseur du jour, pour rouvrir l'espace. Ce qui me terrifie, ce n'est pas ce chaos de clarté qui brouille la ville comme une avalanche de soleil, c'est qu'il n'y ait plus nulle part une seule ombre. Tout est férocement surexposé, mais rien n'est posé, ni tranché.
Lamproie. L'océan d'asphalte a monté de 4 mètres cet après-midi. Facile à mesurer, il suffit que je me penche au balcon. Les vagues cognent. Ça fait comme si des types balançaient des seaux de bière brune contre mes vitres blindées, tellement ça mousse. Le vent, au large, il a creusé la houle et ça envoie du lourd sur le front de mer. Circulation stoppée sur tous les axes. Le méca-silence. J'adore. J'entends le vent, j'entends les vagues et rien que. J'ai envie de plonger de ma tour et de nager, nager au large, en finir, là, dans la beauté. Les Richards ont été garés leurs 4x4 dans des centaines de parkings aériens. C'est plein sur les 50 étages, où que je lorgne. Ils sauveront pas les pauvres, mais les bagnoles, ça se bichonne. Enfin, pour ceux qui peuvent, car sur les artères du port, 2000 berlines sont tankées sur place. Protégées par coque, attention, avec porte hermétique. La bonne blague. L'asphalte fluide va s'infiltrer une fois sur deux, surtout si ta tire est vieille. Pour ceux, un bon paxton, qu'ont rien d'autre que leur bagnole pour boire, bouffer, dormir et baiser, laisser sa caisse, ce serait comme filer les clés de son appart à un mec qui s'appellerait Black Tide. Dedans, les mecs savent qu'il n'y a plus rien à faire. Pisser et chier autant qu'ils peuvent en ouvrant vite la portière, car après, la merde, faut l'empacter pour la semaine. Pire, si l'habitacle est pris dans le bitume. Là, c'est souvent direct la tombe. Y a un mot pratique pour ça. L'eau tombe. Ça veut dire que t'es mort et enterré avec ta pierre tombale. Du tout en un, le bloc. Mon phare, il oscille sous les vagues. Une anguille. Il l'encaisse souple. C'est ça la lamproie, ça plie. Ça rompt pas. Quelques dingues ont sorti leurs planches de titane et surfent plein ouest sur des lames de 6 mètres. Sur le front de mer, les hypers ont attendu l'extrême limite pour descendre la coque oblongue. On entend le roulis des volets de blindage, à la base des immeubles. Les vagues sonnent plus sourds à mesure que le goudron grossit et rend la pâte plus visqueuse. J'éclaire l'eau à l'halogène. Elle a maintenant pris sa teinte de réglisse, qui n'empêche pas de voir le fond. D'une marée l'autre, sous la poussée, il arrive qu'une eau tombe, se fende et s'ouvre. Les corps flottent, blancs, à la surface de l'asphalte. Ça me terrifie, ça. On entend à présent les sirènes de panique de Pharynx. Dans le ciel, la nappe de lumière s'est gravement assombrie. Tout le monde a le ventre tordu et économise sa lumière. Dans l'attente. C'est là que ça va être fort d'émettre. C'est là que ceux qui ont du feu dans les burnes vont se révéler. Le baroud de lueur. La classe. Pharex. Je viens. Citoyens et clients, notre ville ferme ses portes dans 1 heure. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger vers votre lieu d'habitation dans les plus brefs délais. À votre domicile, enfermez-vous et veillez à assurer l'étanchéité optimale de vos ouvertures. Pour les sans-abri, des barges citoyennes sont à votre disposition pour vous héberger à titre temporaire. Les véhicules garés à moins de 40 mètres d'altitude sont considérés en danger. Je répète, les véhicules et leurs résidents garés sur une rue ou en parking de sol à moins de 40 mètres d'altitude sont en danger. Les dernières estimations de Météophare prévoient une marée d'amplitude exceptionnelle avec surrection de 200 à 300 bâtiments à croissance rapide. Des siphons aspirants et des baignes d'asphalte sont à redouter, en particulier près des places, des tunnels et des squares. Je répète. Sophia. Je viens. La lueur de Farago m'est arrivée d'une salle, dans un crépitement ultra rapide. Elle a ricoché sur les vitres de la tour des nombres. Elle m'a trouvée. Il est fou! Son phare est à 11 kilomètres du mien. La marée est en pleine hausse. Les siphons se forment déjà au pied des immeubles et il va prendre sa chaloupe. Il va profiter de la portance liquide de l'asphalte pour venir. Quand le monde est solide, 350 jours par an, la ville n'est qu'une route. Il nous est alors impossible, physiquement, d'être ensemble. Pour les effarés, comme nous, qui vivons chichement de nos lueurs, conduire un véhicule à roues est inimaginable. Ce serait contraire à l'éthique, de toute manière. Seule la lumière voyage, la clarté pure nourrit. La belle ascèse, j'ai tellement envie de le voir, de me sentir pleine dans ses bras. Lorsqu'il est là, je me sens agrandie par sa chaleur, je me loge toute nue dans son odeur qui flotte, je le mords. Faire l'amour, oui, 4 ou 5 jours, sans changer le linge, que ça reste nourri et présent, toujours à couver, enveloppant. Des journées entières lovées, sans avoir à se guetter dans la nappe comme des chats perchés, infatigués. En oubliant toute traduction, codage ou transcodage. Vivre sous des côte à côte, seins et torse, jusqu'à ce que le reflux s'amorce et qu'il soit obligé de repartir. Sauf s'il se décide cette fois-ci à rester. Je vais essayer encore de le convaincre. J'aimerais tant. Je n'ai pas beaucoup de place, oui. Ma lanterne contient un lit et une cuisine, 2 étagères et l'estrade de guet. Et je n'ai qu'un étage en dessous rempli à ras-bord par mes lentilles, mes lampes et la nourriture.
mais je saurai me serrer et te laisser l'espace, je me ferai minuscule. Lamproie. Il y a 6 ans, j'ai vu un phare s'enfoncer dans l'asphalte en moins d'1 heure, englouti complètement d'une seule coulée mortelle. Eh ben, le gadjo, le gardien, il s'appelait Shebec. Il a pas cessé d'émettre pendant les 60 minutes de son agonie. Il a même pas essayé de sortir. Le tourbillon était trop violent. La barge qui tentait de le sauver a été avalée. Mais il n'a jamais cessé d'émettre. À la fin, toute la ville s'était tue. Par respect. L'instinct. Il y avait plus une lueur. C'était la nuit la plus noire de toute ma vie. Et il y avait juste ce type, Shebec, qui brillait tout seul. Ça m'arrivait par éclat. Un jet. Ah, presque rien. Je me souviens plus ce qu'il a dit. Personne s'en souvient. On comprenait rien à ses codes. Il a émis. C'est tout. Jusqu'au bout. C'est ce qui compte. Sophia. J'aurais pu la rater, sa salve. Vraiment. Aux aguets, toute que je fusse. Ça a éclaté de partout entre 18 et 19 heures. Ti-ta-ta-ta, ti. Ti-ti-ti-ta, ti-ti, ti. Ta-ti, ti-ti-ti. Du pur morse. Mais souvent le morse reste le code le plus efficace dans une nappe chargée, à cause de la fibrillation, très scintillante du signal. Quand 4000 petits phares diffusent en même temps, il faut un sacré brio pour émettre dans les intervalles. Il y a toujours des séries lourdes à éviter. Il faut sentir le laps, l'anticiper entre vagues et ressac, trouver les angles fins pour ricocher de tour en tour, trouver la couleur du rayon aussi. Farago sait faire ça. Farago sait faire tout ça, parfois, pour venir me toucher. Son jet framboise varié de blanc et son orange, vacillant pour marquer les espaces entre les mots. Je les accroche très bien, il le sait. C'est notre spectre à nous. Pour le reste, je fais peut-être partie de la dizaine de lifards, capables, dans toute la ville, de repérer et de décoder une poudrée de morse jetée par une vigie, au milieu du journal halovisé d'eau phare. J'ai perdu, à 35 ans, mon acuité sur les verts et les bleus. J'arrive à distinguer le framboise de Farago, du grenat de Meltem. Je peux même dissocier un safran d'un jaune soufre si le pinceau est assez large. Il m'arrive, pourtant, de perdre courage. Abondance de luxe, nuit, comme dit mon ami Wous. Je n'ai plus qu'à attendre la chaloupe de Farago, qu'à regarder la mer monter et envahir les rues une par une, en espérant le voir déboucher de l'avenue inondée du Giotto. Je pense à Venise. Venise a-t-elle existé avant nous? Aujourd'hui, il ne reste que vous, confirment tous les bateaux-feux qui reviennent de l'horizon. Notre ville, seule, surnage encore, du globe de la terre liquéfiée. Elle pousse encore, d'année en année, sur un limon d'industrie et de pollution fertile. La marée envahit la ville. Alerte noire. Sirène. Sous l'enfoncement des centres commerciaux périphériques, calfater les ouvertures. À 14 mètres dans le bas-port et 8 mètres les tours pavillonnaires au sous-sol inondé, la totalité des immeubles forts a coupé son moteur et s'envelopper d'une coque protectrice des adhérents sur les volets hermétiques. Parmi les barges de sécurité. Arches, nous vous demandons votre attention. Élytreuil et 3 enfants piégés sur le rond-point de la perspective. Sirène. Recouverte de bitume liquide déjà en cours de solidification. Risque d'effondrement de la médiathèque et nager si possible vers l'escalier le plus proche. Farago. J'ai choisi d'emprunter la perspective Nevski qui s'étire en légère pente parmi les buildings de verre impeccables du centre des affaires. Les courants y sont plus faciles à deviner. Ma chaloupe dérive dans une manière de fleuve naissant, dégagée du balai des barges qui encombraient les quartiers bas. En point de mire, j'ai le rond-point du Giotto et ses tourbillons traîtres. Je me détends. J'écoute le bruit de l'eau s'écouler sur ma coque et les contre-courants qui s'enroulent autour des poteaux. Par bribes, j'ai le temps de lever la tête et de me sentir libre. C'est si rare dans ma vie, si précieux de prendre l'air en plein visage hors du phare. Le ciel est d'un noir savoureux, les nuages qui y filent sont comme vernis. La nappe au-dessus de moi a tellement fondu que les ombres des immeubles portent sur l'eau. La lumière est d'une sobriété crépusculaire, un simple nuage de lait. Elle effleure les façades, elle n'éblouit rien. Elle rend visible. Je n'ai jamais circulé dans cette ville, autrement qu'en dériveur, avec l'asphalte liquide qui me porte, tandis que ceux qui l'habitent ne la connaissent, eux, qu'inondés de voitures et durs sous la roue, avec le smog infiltré dans l'habitacle, vent nul et toute surface interdite aux piétons. Tu es né dans un phare ou tu es né sur l'asphalte, avec un volant dans les mains et une pédale sous chaque pied. Tu roules ou tu communiques. Il n'y a plus de mélange possible aujourd'hui. Farniente. Nous sommes l'élite déchue, bidons, perchés à l'écart des flux pour ne pas gêner la croissance. La ville se fait sans nous. Quand les réfugiés de l'horizon ont débarqué,
La gouvernance a empilé les cubes des villas, et elle a laissé faire l'asphalte. La ville a poussé vers le ciel, et de plus en plus haut. Les nouvelles tours des cités dortoirs lorgnent notre nappe du dessus. Elles ne comprennent absolument rien de ce qui s'y dit. S'en porte pas plus mal. La gouvernance annonce des phares de 400 mètres pour former une seconde nappe. L'étoffe, nette et désaturée. Suite à leur appel à projet Lumière du futur, j'ai postulé comme projectionniste auprès des actionnaires. Sans résultat. Je ne pèse pas un candélat face aux diffuseurs. Des messages clairs pour un monde clair. Voilà ce qu'ils vendent à ceux qui pourront se payer une vie à 400 mètres de haut. La circulation se fera en dirigeable et en autogire. Communication lumineuse réduite. On utilisera beaucoup de drapeaux, bannières et tissus. Énergie douce et cerf-volant. Code doux et cerveau mou. Ils veulent en finir avec l'expression individuelle, avec le brouillage des émetteurs égoïstes qui bafouent la bienséance élémentaire des communications publiques. L'écologie contre l'égologie. L'argument est imparable. À cette grosse nuance que ce qu'ils cherchent n'est pas redonner corps aux échanges collectifs, c'est monopoliser à 2 lasers tout l'espace d'émission pour formater les rétines. Farago. À 5 mètres sous la surface de l'eau, je distingue par moments la file des voitures. La lueur des phares traverse avec douceur l'asphalte translucide. Ça forme un halo d'aquarium qui monte de l'avenue. À l'allure où je dérive, j'ai le temps d'apercevoir les visages brouillés. Certains me font des signes à travers le pare-brise. J'agite la main en retour. La plupart des véhicules sont déjà éteints dans une attente qui sera terriblement longue. J'en ai honte, mais j'ai envie souvent que ça en reste là, que l'asphalte durcisse d'un bloc et les fige à jamais. Fluide redeviendrait la ville avec des discussions retrouvées devant un verre, des réunions toutes bêtes, des rencontres de hasard dans la rue. Bref, ce corps à corps des tête-à-tête qui pétrissait notre patte d'homme et nous fondait, l'un dans l'autre, l'un par l'autre. La ville a fait de chacun de nous un grain, l'individu comme unique, qui ne communie plus. Sophia. Quand il a tourné dans l'avenue du Giotto, je n'étais pas dans ma lanterne, j'aménageais la chambre. Je ne l'ai vu parce que je me suis penchée pour la 100e fois au balcon. Il était à moins de 200 mètres du phare. Il remonte un courant torrentiel. Il va verser. J'ai dévalé les 530 marches du colimaçon comme un toboggan. Il n'a pas eu le temps d'appeler. J'aurais eu honte d'entendre sa voix avant d'être en bas. Ça aurait été comme si je ne l'avais pas vraiment attendu. J'ai sauté le dernier palier. Plaf! Direct dans l'eau. Rien compris. J'avais oublié la marée, que les dernières marches sont toujours inondées. Le choc de l'eau, du froid à mi-ventre. J'agrippe la poignée de la porte. Je tire de toutes mes forces. L'eau s'engouffre. Je m'accroche à l'embrasure de pierre et patauge jusqu'au perron. Et il est là, dans son suite éternel, cheveux aux épaules. 20 mètres, peut-être. Il godille dans sa chaloupe rouillée, plonge sa pagaie. Droite, gauche. Sa coque écume sous le courant. « Sophia, lance-moi la corde !» Farago. La voir, sa frimousse, nichée dans ses cheveux trempés, son sourire de pur bonheur, en plein milieu des prunelles. Elle a jailli de la porte et s'est stabilisée debout dans la flotte. Je l'avais tellement imaginé ces 6 derniers mois. J'avais refait la scène 150 fois. J'avais craint, saccade de trouille, de la découvrir sur ce même perron avec un homme à ses côtés, lui tenant l'épaule. Eh bien, voilà, sa présence d'un coup, le vibrer de son visage, tout ce qu'elle y fait passer en une minuscule seconde. « Maintiens ta gîte, je vais venir te l'accrocher. »« Dépêche-toi, je suis à la limite. » Sophia. Je délove la corde d'amarrage et je la jette dans le courant. L'extrémité file vers Farago, mais il ne pourra à la fois pagayer et l'attraper. Le Giotto est complètement désert. Il ne faut espérer aucune aide. Des pare-chocs dérivent dans le courant. J'empoigne la corde et me laisse glisser tout le long, jusqu'au crochet. Mon corps flotte à l'horizontale. Je me redresse. Je n'ai plus pied. La chaloupe s'approche. Farago est à bout de force. Il ne progresse plus et se maintient avec peine à niveau. « Tu y es presque !»« Je vais être trop court, Sophia. Jette ton ancre et nage jusqu'à moi. » Farago. Ça a été notre premier contact physique. Son corps chaud dans l'eau fraîche et huilée. Sa main ferme sur mon avant-bras, comme si je risquais de lâcher la corde. Et dès qu'on a atteint la porte, que nous avons été à l'abri, au pied de son colimaçon, avec le courant qui forcissait à l'extérieur, son premier baiser au goût d'asphalte, avant que l'odeur, lentement, ne s'évanouisse dans sa bouche, pour laisser monter la pure sienne. Les souvenirs reviennent d'une seule vague alors. Je la reconnais
à fleur de groin, en total aveugle à ses gestes qui sont toujours souples et placés, naturellement posés, d'un coulé qui me délasse. Et ma tête se dévisse dans l'air, mon corps fond comme un chocolat rond dans sa chair, et je sens monter cette évidence. Nous deux, noués, nous. Restez chez vous, climax, pharynx, conflit, rapide, croissance, siphon à vortex tour de lent, densité fluide à très fluide, repéré, asphalte, firambaïne au reflux. Lamproie. Tabert, la ville nous couvre un silence des profondeurs. Je sens l'asphalte qui monte avec sa lourde lave de plomb vivante et qui prend possession de la ville pour la refaire à sa main. Cet asphalte-là, vous gourrez pas, c'est pas du goudron de route, c'est pas du bitume de parking à caddie. Ça le sera, mais après coup, quand il meurt d'avoir trop fleuri, si bien qu'on lui roule dessus parce qu'il bouge plus et qu'il ne peut plus répondre. Les gars parlent d'asphalte liquide parce qu'ils veulent pas piger. La vérité, tu la prends dans ta face quand tu vises les traces qui écument sur ta vitre, les petites bulles qui montent comme avec des pieds. La vérité, c'est que c'est vivant. C'est de la sève noire qui irrigue les pylônes, du sang de piliers qui pulse et qui arme du dedans les tours. C'est de l'énergie pure, minérale, mon gars, qui vient à date fixe comme un vieux printemps rejeté et qui t'engrosse de moellons les cités de béton biberonné. Ouais, à te faire du môme cubique dans le ventre des centres commerciaux. J'ai reçu 2 offres de la gouvernance. La première pour me racheter mon phare. Ils veulent en faire un filtre à air, pour le smog. J'ai reçu la même offre. Ils proposent ça à tout le monde en ce moment. Ils s'abritent derrière l'argument écolo pour nous fermer le maximum de phares. Et la seconde, pour devenir l'IFAR sur l'étoffe. Oh, tout là-haut, dans la surville. Évidemment. Tu aurais un phare de quelle hauteur? 340 mètres. C'est la hauteur standard du projet. Pourquoi ils t'ont proposé ça à toi? Tu es tellement sobre dans tes émissions qu'il est à peu près impossible qu'ils t'aient repéré. Ils scannent les phares depuis 6 mois, ils font des mesures. Ils calculent des ratios émissions-traduction pour savoir qui émet utile et qui balance du luxe. Sur ce critère-là, j'ai eu d'excellents ratios. Ils t'ont précisé ton niveau de charge? C'est assez léger. J'aurai en responsabilité directe une 30aine de tours. Je serai chargé des traductions vers les réfugiés. Je devrais aussi relayer en retour, aux diffuseurs, les requêtes des habitants. Avec quel avantage? Une lanterne 2 fois plus grande qu'ici, et un triplex en dessous, tout neuf. Wous a eu la même proposition. Tu vas accepter? Tu vas quitter la nappe? Farago. Sophia pivota sur le dos et son regard fila à travers la verrière. Nous n'avions même pas eu à la couvrir, le ciel était noir. Des étoiles, toutes étonnées d'être vues, scintillaient dans le ciel. La tempête avait chassé le smog et éteint la nappe comme on bascule un interrupteur. C'était une de ces nuits sublimes, à nous, où l'on retrouvait nos sensations, l'envie, le goût de tout. Nous venions de faire l'amour, couler, limpide, mais la complicité était plus forte encore lorsque nos corps tombaient, quand elle se blottissait tout le long et que je sentais sous mes mains à quel point elle était là. Tu vas accepter, n'est-ce pas? Sophia avait grandi les yeux rivés sur la nappe à écouter les solitudes se parler, et à apprendre. Très jeune, elle avait eu la passion du code, ce goût de saisir au vol qui disait quoi et à qui. Moins pour participer aux échanges, y répliquer et imposer ses vues, que parce que pour elle, comprendre ce qui se passait dans la nappe, voir s'y propager les plus dérisoires rumeurs, attendre les commentaires sages de certains et la répétition cacoptique des autres, était la seule façon de mûrir, et d'accéder à cette part humaine que la ville, par son architecture, rendait presque impossible à apprivoiser. Sophia maîtrisait aujourd'hui plus de 200 langages. Elle était devenue l'IFAR sans même le vouloir, en suivant sa pente naturelle, qui était de porter vers le jour les moins lumineux qu'elle. La plupart des membres de sa caste se contentaient de traduire, vite et bien. C'était jusqu'ici le critère. Ils étaient nourris par la gouvernance en conséquence. Sophia s'était concentrée sur la plus modeste, pour moi la plus cruciale, des missions, celle de passeuse, celle qui consistait à traduire un message d'un code singulier, parfois unique, dans un logage optique que tout le monde puisse comprendre. Celle aussi qui permettait à 2 phares parfaitement étrangers l'un à l'autre de se parler, et de se parler sans le relais des diffuseurs qui ne transféraient aucune salve sans la simplifier jusqu'à l'abject. À 30 ans, Sophia avait déjà décodé, traduit et prolongé vers ceux qui en avaient tant besoin un petit million de salves. Elle relayait encore aujourd'hui une 50aine de phares par jour pour des phares isolés à demi opaques, des vieilles balbutiant leurs demandes au flambeau, des orphelins que personne ne livrait et qui se nourrissaient d'oiseaux, des psychopathes dont elle avait mis 1 an à décrypter le charabia bariolé
et qui n'avaient qu'elle pour transmettre leur vision du monde à une ville qui s'en foutait comme de sa première lampe. Ce qu'elle émettait, elle, était compact et net, respectueux au plus haut point des plages d'émission. C'était utile et généreux, jamais gratuit. Et la gouvernance l'avait très bien compris. Ils avaient besoin de citoyennes comme elle pour leur nouvelle ville, des gens bien pour servir l'étoffe. Sophia avait le profil. Les gens que Sophia aidait ne se vautraient pas dans le luxe, c'était le moins qu'on puisse dire. Elle ne les aidait pas pour qu'ils manifestent à leur tour et à leur niveau les éclats de leur ego, plutôt pour les relier au tissu social dont ils étaient exclus. Ils formaient l'ou les frangés de la nappe. Elle créait le fil d'une relation. Elle les incluait dans la trame. J'ai accepté de faire la visite. Ils sont venus me chercher ici et ils m'ont héliporté jusqu'au phare. En fait, il est posé sur une tour. Il est tout blanc. La lanterne est entièrement vitrée. On domine toute la ville. La vue porte très loin sur l'océan. Les yeux respirent. De là-haut, notre nappe a l'air d'un tapis. Un joli tapis brillant. Tu n'es pas aveuglé du tout. Tu contemples ça à distance. Le ciel doit être bleu, j'imagine. Bleu. À peu près bleu. Le smog a le temps de se dissiper et le vent est plus fort à cette altitude. Tu as vu des autogyres? Ils ne parlent que de ça dans la nappe en ce moment. J'ai vu un prototype. C'est vrai que c'est très beau, très élégant. Tu es intéressé? Ils cherchent des pilotes? Si tu vas là-haut, comment on va communiquer? Tu voyais mon phare au moins, de ton perchoir. Sophia. Je ne le voyais pas. De toute façon, il m'avait été précisé, avec une pénible insistance, qu'aucune émission verticale entre l'étoffe et la nappe n'était autorisée entre particuliers. Seuls les diffuseurs avaient ce privilège. Les deux mondes étaient conçus pour être clairement séparés. L'objectif prioritaire était de ne pas polluer l'étoffe, de ne surtout pas reproduire les excès de la nappe dans l'étoffe. À côté de moi, j'ai senti Farago se recroqueviller d'un geste minuscule. Il était encore contre moi une seconde auparavant. Une lame d'air de la minceur d'une peur, à présent, nous désolidariser. Et ça, je ne pouvais le supporter sans trembler. Ça sortit tout seul. Je n'irai pas là-haut, Farago, même s'il me proposait un phare de 600 mètres de haut et un hélicoptère. Pourquoi tu dis ça? Parce que cette surville que la gouvernance est en train de construire, elle va couper la ville en deux. Les élus en haut, avec leurs jardins suspendus, les passerelles de bois fin et les autogyres, et les lampistes, en bas. Voilà leur projet. Le pire, c'est qu'ils font déjà leur marché chez nous, pour prendre les meilleurs lifards et pour les déporter là-haut. Ce phare qu'ils te proposent, il peut être occupé à 2. Tu partirais avec moi? Ça fait envie. Ce serait trahir. Je sais, je ne vais pas servir la soupe aux actionnaires. C'est juste que parfois, je ne me sens plus chez moi dans la nappe. Je suis largué par cette génération qui monologue au laser. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils repèrent les couleurs qui plaisent, les salves basiques à reprendre et à répéter. Ils copie-collent ce qui passe bien dans la nappe, ce flicker hype, et ils envoient. Ils ne se disent pas « qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce qui mérite d'être offert, transmis aux gens ?» Ils se demandent juste « qu'est-ce qui passe ?» Oui, parce que pour eux communiquer est d'abord une forme, pas un contenu. N'a aucun sens ce qui peut être vu et lu. Ils n'écrivent pas d'ailleurs, ils signent. Et ils n'émettent que ce qui peut être compris par tous et facilement relayé. La valeur d'un message se réduit à sa valeur d'échange, ou à son potentiel de répétition, et cette répétition sature tout. Elle finit par masquer les rares paroles qui illuminent une journée. Mais c'est parce qu'un message de valeur, tu ne peux pas le recevoir sans être transformé, aussi peu que ce soit. Son contenu résiste à la photocopie pure. Tu ne peux pas le traduire sans le modifier, sans l'adapter à celui à qui tu l'enverras ensuite. Et ça ralentit la communication, Farago, cette intentionnalité, cette exigence de s'adresser à quelqu'un. Le monologue spammé est 1000 fois plus rapide, plus rentable. Quand un publicibleur leur confie des pitchs à diffuser à dose massive sur leur quartier, au lieu de les aveugler d'insultes, ils négocient, Sophia. Ils demandent une batterie solaire et un laser. Et là, c'est l'extase. Avec un seul laser, ils inondent. Ils rayonnent de pisse. Ne leur demande pas de relayer une phrase, un message personnel pour un ami que tu n'arrives pas à atteindre. Ils sont dans l'auto-affirmation débile. Ça a toujours été comme ça, mon amour. Tu vieillis, c'est tout. Il y a encore des luministes magnifiques, des professeurs qui cultivent par leurs messages tout un quartier. Sur le secteur ouest, en bord de mer, j'ai un peintre fabuleux. Il émet une toile tous les soirs à 11h sur la quille du transborder et je peux te dire qu'autour, tout le monde est teint. Personne ne le brouille. Il y a un respect énorme. Il compose par couches successives, il additionne et il soustrait, il délave ou renforce avec des petits vitraux.
le tout en temps réel. C'est autant une performance qu'une projection. Quand il a fini, il laisse son tableau éclairé une demi-heure, et les gens commentent avec retenue, en niveau de couleur, pour ne pas casser la magie. Moi j'ai un sniper, il te fusille 4 lanternes par nuit. Attention, quand il est fatigué, c'est sa moyenne basse. Il utilise un laser haute fréquence. Il charge une fraction de seconde, il vise et ça explose. Il a déjà tué 3 personnes. Et la gouvernance laisse faire. Tu es dans sa ligne de mire? Il a détruit un phare à 100 mètres du mien, Lockmar. Le lendemain du tir, j'ai émis à Lockmar qu'il pouvait venir chercher du verre chez moi. Il est descendu au sol. Il était tétanisé par la circulation. Il n'a pas fait 10 mètres sur le périphérique. Il est remonté très vite dans sa lanterne, on le comprend. On fait tous ça. Non, il a tenté, et il s'est fait broyer par un tank de chantier. Tu me croiras ou pas, mais personne ne s'est arrêté, Sophia, personne. On lui a roulé, et roulé dessus, sans arrêt, pendant des heures, et des heures comme un hérisson. L'emproie. Quand la marée est haute, je sais que j'ai 6 heures avant le jusant. Je décroche le Zodiac, j'empile mon matériel de plongée, et j'enclenche l'hélice au ralenti, pour m'enfiler dans les boulevards, au feeling. On n'est pas des milliers à oser. C'est pas jour de régate. Et ceux qui sont là sont des sacrés malins qui font leur course à la rapine, souvent. Moi, j'aime regarder les fonds. La nappe a retrouvé du jus, et elle éclaire assez fort pour traverser le réglé sur une dizaine de mètres. Dans la rue étroite où j'ai balancé mon ancre, les fondations plongent très profond. Un vrai canyon. Je me suis mis à l'eau avec la combi, et je palme calme. Des méduses de toutes les marques flottent. Elles rappliquent du grand large. Elles annoncent les futurs hypermarchés. Faut pas y toucher. Des bancs de claviers blancs se faufilent entre les poissons câbles, longs et rapides comme des anguilles, qui cherchent déjà les trappes de connexion. Le plus beau, ça reste les raies vitrées, qui glissent comme d'immenses pare-brises, très près de la surface. Des ailes de Laguna passent, avec leur carrosserie noire et souple. Je me leste et je descends au niveau des voitures englouties. La flotte est maintenant sépia. Je longe la file des bagnoles. C'est le silence morbide. Impossible de choper un visage derrière la buée des vitres. Si, là, la vitre est entr'ouverte, je m'approche de la portière. Mon cœur tape, je pompe à bloc dans le détendeur. Une tête d'enfant cogne, soulevée, à la vitre. Sa bouille est gorgée d'eau. Je recule. Je bouffe le détendeur en sifflant. Je ne peux pas le sortir. Il me regarde avec ses billes bleues. Fixe. Farago. Lorsque Sophia est remontée et qu'elle a salué des 2 mains, de l'aplomb de son balcon, dans sa robe, couleur de la poussière du ciel, avec son pull d'angora rouge tellement vieux qu'il ne peluche même plus, tellement vieux qu'il est devenu sa peau de peluche odorante et de bonheur à envelopper, au creux de mes bras. Je n'ai pas réussi à relever l'ancre. Le jusant figeait déjà de larges plaques de goudron. Je la regardais saluer, le buste gracile et presque détaché des hanches, large et ronge, un peu comme si la mante légère avait été posée, caprice, par le sculpteur sur un bassin maternel. Je la regardais avec ses cheveux de miel clair lâchés au vent, cachant ses yeux embués. Je la regardais parce que je savais que j'allais devoir vivre 6 mois avec cette image. Et rien d'autre que toute celle, intérieure, tacile ou olfactive, trop vite flouée, que cette semaine blottie dans son nid me laissait. Chaque année qui passait avec elle, j'essayais de mieux fixer les instants et les visions, et de les ressusciter en moi le plus souvent possible, pour qu'elles continuent à y infuser leur couleur, lorsque j'étais seule, leur toucher et leur goût. Ça fait 1 mois ce matin que je l'ai quittée. Il m'en reste 5 avant de la revoir. J'ai déjà perdu ses joues, leur forme. Je me souviens du sourire et de sa voix qui me dit bonne nuit juste avant qu'elle se retourne vers le mur pour vraiment dormir. Je me souviens de sa façon d'incliner la tête quand elle joue l'enfant, coquine. Je me souviens du triangle de peau sous sa nuque dégagée, que j'adore embrasser parce que je mange en même temps. J'ai dépassé les 1000 messages sans réponse. J'ai émis d'à peu près toutes les façons imaginables. J'ai tenté des relais sur le réseau intégral des phares que j'ai en ligne directe. J'ai même essayé des ricochets absurdes sur les pare-brises et les carrosseries, sur les dirigeables en tôle miroir. Rien n'est passé. Ou alors, m'a suggéré Farcy. Elle aurait décidé de ne plus répondre? Elle serait passée à autre chose? À quelqu'un d'autre? Elle a accepté le poste de l'IFAR à Surville? Cette dernière marée a été d'une fécondité mortelle, laquelle a produit une 20aine d'édifices noirs, une banque obscène et lustrée, un minaret et un campanile, un obélisque de basalte, un parking aérien, des barres d'habitation. Dans la direction de Sofia, j'éminçant une cité dortoir qui me barre l'horizon. Le soir, je regarde les appartements s'éclairer et s'éteindre sur la centaine d'ouvertures de la façade. C'est parfois joli, souvent dérisoire. Les fenêtres pourraient presque former un code,
un code collectif inconscient avec une clé binaire qui raconterait une histoire différente toutes les nuits, ou un récit évolutif. Une cuisine qui s'allume, une chambre qui s'éteint, et le sens de la phrase pourrait basculer. Faible qui devient fable, par exemple, parce qu'un i saute. Tout sauf i. Tout Sophia. Son manque me troue. Farniente. Le sniper a encore frappé ce matin. Il canarde en plein jour désormais. Sur les surfaces de métal, il trouve des rebonds mortels. Il éclate des lanternes en toute impunité. Pourquoi se gêner? Il a des contrats. La gouvernance le paye grassement, non? La résistance n'a pas pu, ou su, s'organiser avant qu'il ait flingué tout son périmètre en vision directe. À présent, il s'attaque aux phares de second niveau, accessibles en une bande, comme le mien. Par acquis de conscience, j'ai muré ma fenêtre d'émission au nord. Qu'il tire! La ville que j'ai connue est morte avec la dernière marée. Les pavillons où j'ai grandi sont devenus des dalles. Un socle pour les bars. L'asphalte décide à leur place. Les fartistes, comme nous, ne sont plus livrés depuis l'équinoxe. Que les camions ne ralentissent plus? Nous avions pris l'habitude. Ils jetaient au moins les sacs sur les socles de nos phares. Plus maintenant que la politique d'assistanat est révolue, clignote-t-on partout dans la nappe. Puisque éduquer les gens pour un peu de nourriture, naturellement, c'était de l'assistanat. On peut encore demander l'héliportage, à condition de diffuser des spots civiques vers les bars. J'ai refusé. Ils attendent ma reddition ou mon suicide. C'est la mode. Au moins, que je vende mon phare, qu'ils y placent leur publiciteur plasma. Ça ne leur coûte rien en fonctionnement avec le recyclage solaire. Pas comme nous, les humanoïdes. Le soleil ne nous suffit pas. Il nous faut encore notre part d'ombre, qu'ils ne fournissent plus. L'emploi. Cette gamine, elle doit avoir à peine 8 ans. Personne ne sait comment elle s'appelle. On lui a posé 100 fois la question, dans tous les codes de la nappe. Elle comprend en chi. On a fini par l'appeler loupiote. Elle est minus, elle a l'air croquignole à la jumelle et timide en diable, cette gosse, mais impossible d'échanger le moindre signal avec elle. Ça fend le cœur de la voir toute seule dans son donjon. Quand son père s'est jeté dans le vide des 80 mètres, elle a hérité du phare, pour sûr. Personne n'allait lui piquer, question de respect. Il est foutrement bien placé pourtant sur son île de roc, à 200 mètres de la côte. Ce serait un relais nickel pour des tas de phares qui n'arrivent plus à toucher la baie. Seulement, berdame, rien qui passe par elle. Le pur cafard. C'est pas qu'elle aimait rien, qu'elle essaie pas. C'est qu'elle sait pas. Personne lui a appris. Quand son père l'a plantée, elle avait 5 ans, la mioche. Les services sociaux de la gouvernance lui ont bien proposé d'habiter les cités et de laisser le phare. Elle a jamais voulu. Les actionnaires lui ont coupé les vivres pour la faire plier. Elle a pas lâché. Elle pêche, à la ligne, au fouet, au harpon, au lamparo. L'île fait 10 mètres sur 10, ça lui suffit. Elle tire les oiseaux lance-pierre aussi, rudement bonne. Elle descend quand elle a faim, sinon elle campe là-haut dans sa lanterne et elle regarde. Et elle clignote, désespérément. Ça remue au ventre, je vous le jure. Ces signaux, tout tristes et lents, tout saccadés et nerveux parfois, comme une panique. Ça veut rien dire, hein. Ça parle tout seul dans sa langue qu'elle s'est faite, que personne n'y la pige. Les plus costolifères s'y sont vrillés les mirettes et retourné 10 fois la cervelle dans le bocal, sans capter. Moi, j'essaie encore de temps à autre, j'envoie un long, elle répond un long, un court. Du bleu, elle sort du bleu, elle manie bien les couleurs. Mais voilà, rien de plus, pas mieux. À chaque marée, je pousse le zodiaque là-bas, mais elle m'ouvre pas, elle se cache. J'appelle, elle vient au balcon, elle répond pas, jamais elle parle. Elle me regarde éberluée, les prunelles toutes grandes ouvertes avec sa lampe de poche à la main, et elle me clignote des mots doux, peut-être du va-t'en. Qui dira? Qui sait? Je lui laisse du poisson frais sur le perron. Elle attend que je ripe, et quand je suis assez loin, elle chipe la dorade et referme aussi sec. Puis elle m'envoie plein de salves sur le zodiaque, de l'orange, du jaune, très lumineux, longtemps. Et là c'est moi qui sais plus quoi répondre. Ça me tourne boule. Parfois j'aimerais l'embarquer dans ma vie. Sophia. A1BB. Le diagnostic à distance de la médecine héliportée m'a été communiqué en phonète ce matin. Les 4 signes en flash blanc. Pas d'erreur possible. Vous êtes enceinte. Dire que je m'en doutais? Je l'espérais à l'enfouir tout au fond. Mais quand la salve a crépité, j'ai hurlé de joie. J'ai émis de partout et tout autour à qui mieux. Sophia! L-A-1-B-B! Et on m'a répondu tellement vite et tellement bien. Couvre-le comme ta lumière. Tu enfanteras dans la couleur. Félicitations! Heureux le père! Une
euphorie incroyable avant la rechute, aussi soudaine. Je me suis assis sur mon lit et j'ai ressenti une frustration massive. J'aurais voulu courir à travers la ville pour aller lui dire. Courir. Mais ma peur panique de la circulation a été plus viscérale encore. Lui émettre? J'ai essayé pendant 1 mois. J'ai guetté jour après jour à m'en rendre folle, son spectre. Il est évident qu'il n'arrive plus à passer. Je le sens. Je le sais. Utiliser des relais? J'ai beau avoir fait transiter pour d'autres, sans jamais rechigner, des milliers de messages. Je ne dépasse pas les 2 relais fiables. C'en est désespérant. Il m'en faudrait au moins 4, et je ne les aurai jamais. Il n'y a qu'un phare qui puisse toucher Farago directement, c'est celui de Loupiote. Cette gamine autiste avec laquelle j'échange parfois des aplats de couleurs. J'ai observé qu'elle distingue à la perfection les rouges. Pour le reste, je ne la décrypte pas. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que je ne la comprends pas. J'éprouve sa lumière, qui est très belle, avec des modulations fauves fondues qui recouvrent ou libèrent des nappes de lait limpides. Je la ressens, sans pouvoir la traduire en monettes. Farago dit qu'elle n'aimait pas sur un mode séquentiel ou logique, plutôt analogique. Ces nappes, en tout cas, contrairement à beaucoup, sont prodigieusement habitées. Cette môme émet de l'émotion pure, qui ne signifie rien, qui t'offre tout pourtant, à l'œil nu. Elle a une lumière physique bouleversante lorsque tu l'observes longtemps et que tu acceptes d'y entrer, qui ne parle qu'en texture par l'intense, à la couleur et qui te demande une écoute lavée, neuve. C'est elle que je dois rejoindre et convaincre. De son phare, je dois pouvoir émettre vers Farago. Faramine. Sophia m'a demandé de la guider pour sa traversée jusqu'à la côte. Je lui dois bien ça, je l'adore. Le code est simple, rouge, orange, vert. Elle a déjà fait 400 mètres sur l'avenue du Giotto, à contresens, en marchant sur la crête du rail de sécurité qui sépare les 2 flux. C'est de la folie pure. Les camions passent à 160 et le souffle généré la déstabilise sans cesse. La moindre chute peut être fatale. On lui roulera dessus avec plaisir. Pourtant elle avance, dans la brume du smog, sous l'éclat des phares minus de la racaille roulante. Elle n'a pas d'alternative. Nous en avons discuté ensemble 2 heures hier. L'itinéraire, c'est le Giotto à contresens, puis couper le périphérique côtier, atteindre la plage et ensuite nager jusqu'au phare de la gamine. J'ai alerté tous les phares amis de sa tentative. Ils sont impressionnés et la suivent tous à la jumelle, comme moi. Elle est à mi-parcours. Je lui éclaire la rambarde avec un cône doux, comme si j'assurais la poursuite dans un spectacle de cirque acrobatique. Une danseuse sur une corde, Sophia. Elle est si adroite, elle avance sur sa fine poutre de fer sans marquer de pause, comme si sa vitesse était la meilleure garantie de ne pas tomber. J'ai émis une requête auprès d'une relation. Un type plutôt donnant-donnant, qui me doit plusieurs traductions de ses lettres de drague. Il drague avec abondance les nymphètes des cités, vu sa position. Il est chargé de la régulation routière du périphérique. Dans l'absolu, il a autorité pour stopper le flux des véhicules si des circonstances exceptionnelles l'exigent. Je crois qu'il a exercé cette prérogative 3 fois en 5 ans. Autant dire que les chances sont minuscules. Ça valait pourtant le coup d'essayer. Pour Sophia. Sophia. Je suis debout sur un transformateur, au bord du périphérique côtier. J'ai des nausées et mal au ventre. Le smog m'écoeure. Il m'asphyxie. Je vais faire une fausse couche. Ils vont m'écraser avec le bébé dans mon ventre. Devant, la route doit faire une 30aine de mètres de large. Une 6 voies archi-saturée, où les voitures roulent à près de 200 pare-chocs contre pare-chocs, ou presque. Tout phare et code allumés sans coupure ni signaux. Aucun sens à en tirer. Rien n'est dit. Le luxe crie en continu. Un Larsen. L'horreur absolue. Des ouvertures? Il y en a de 3 secondes quand un camion freine pour éviter de percuter devant et qu'il relance. Impossible à anticiper, de la loterie pure. Je suis abruti par le bruit des moteurs, la stridence, les chocs constants, les tôles qui se touchent. Je mouche une morve noire. J'ai le nez attaqué. Et les nausées, en boucle. Tout le temps. Je me suis allongé sur le transformateur. Faramine continue avec gentillesse à m'éclairer la route. Elle ne veut pas voir que je n'y arriverai jamais. Je croise les bras sur ma poitrine. Elle comprendra. C'était impossible. On le savait. Le piéton est un cadavre. C'est peint sur tous les capots. Des cons. Sur les panneaux d'autoroute. Sur les ponts. Partout. Faramine. Sors sur ton balcon et déshabille-toi. Si tu restes nu, éclairé par mon projecteur pendant 5 minutes entières, je ferai un effort pour ton ami. Le régulateur m'a répondu. Je suis furibarde. Il accepte de couper le flux du périphérique 10 secondes si je m'exécute. Ce type est un salace, un pervers frustré qui se masturbe dans sa tour en matant les nymphètes à la jumelle. Je le sais.
Il demande ça à toutes les filles qu'il drague, et je ne lui traduis jamais ces messages-là. Jamais. Qu'il aille se faire foutre. Même pour Sophia, je ne lui céderai pas. Fumier, salopard de voyeur, sodomie soit profond avec ton phare. Sophia. Avant d'étouffer, je me suis relevée. Mes cheveux dégoulinent de suie. Flot de voitures toujours hyper rapides et cruels, puants et bruyants. J'essaie de sentir flux et reflux de visée. Je traverse en pensée. Maintenant, là, je pouvais. Là, je suis morte. Là, peut-être. Non. Sophia, tu peux encore rentrer, reprendre le Giotto à l'envers, survivre. Je tourne le dos au périphérique. Je suis décidée. Je sauve le bébé, je rentre. Au moment où j'allais quitter le socle du transformateur, un éclair blanc. 3 fois. Hyper lumineux. Dans mon dos, a flashé sur l'anneau. Je pivote. Une fraction de seconde de pure stupeur. Le hurlement des freins est atroce. Il vrille l'asphalte sur 1 kilomètre. Les camions tanguent, slaloment et tentent d'éviter l'effroyable accident. Trop tard. Devant moi, une vague de véhicules percute le front décélérant. Choc cru des carrosseries. Cris des freins. Les camions s'enfoncent les uns dans les autres. Les voitures se broient, vague sur vague. Ça s'encastre dans un carnage d'acier. Fascinant à entendre. Rapace. Le silence tombe d'un coup. 1 minute à peine s'est écoulée. Devant moi expire un charnier de voitures fripées, sur une rivière d'huile et de verre. Sans réfléchir, je saute sur la route et je cours. Je me faufile à travers la décharge vibrante pour rejoindre la plage de l'autre côté. Je cours. Alléluia, Hare Krishna, Allah Akbar, puisque je n'aurai jamais une seconde chance de traverser. Je l'ai fait. Pour Sophia. La honte absolue. Faramine s'est foutue à poil. La jolie salope, elle adore s'exhiber. Elle aime ça, c'est clair. Sophia. Je me suis jetée à l'eau sans attendre, pour rincer la sueur et la suie, et j'ai nagé dans une pollution presque supérieure, fraîche, du moins, en direction du phare de Loupiote. Des claviers flottent au milieu des ampoules et des spots, des souris agonisent au creux des vagues. L'eau est plus proche de l'huile de moteur que de toute autre chose. Après une demi-heure de nage, j'ai atteint l'île. La petite m'a repéré, elle m'a envoyé des salves de rouge, que je lis comme des « t'approche pas ». Je n'ai pas même une lampe de poche pour la rassurer. J'agrippe un rocher graissé et je me hisse, trempée. J'appelle. La petite apparaît au balcon. Tout dans son attitude trahit la crainte sauvage, et en même temps l'extrême curiosité, et une gentillesse évidente, mais contenue, retenue. La luminosité ici est crépusculaire. Elle monte en halo de la bande côtière, elle dessine les silhouettes. Je tente de parler. « Bonjour, Loupiote, je suis venue te voir. Tu vas bien ? J'ai besoin de ton aide. » La petite semble surprise d'entendre des sons sortir de ma bouche. Elle pointe sa lampe tempête vers moi, l'allume et l'éteint, comme si elle hésitait. « Tu viens m'ouvrir. Je veux monter te voir. » Il est plus que probable qu'elle ne comprend rien à mes paroles. Je m'approche de la porte d'entrée du phare. Elle possède un vitrage paralaser enchâssé dans un cadre de bois. C'est fermé. Je tape, je relève la tête. Tout là-haut, Loupiote a disparu. Elle revient pour me jeter des arêtes de poisson sur la tête. Je frappe encore sur la vitre. J'appelle, je tape. J'attends. Par intermittence, le pinceau des phares vient lécher l'île du rocher. Douce est ici l'atmosphère, la lumière tempérée. Le râle des moteurs meurt au pied du phare, comme un ronronnement. Tout l'arc de la côte est visible. Tours, phares et barres dans l'enfilade, prisonniers d'une compétition éternelle pour la prise de parole, pour l'altitude et pour la scintillance. Étrange comme cela semble dérisoire vu de cet îlot. Je me tiens devant la porte, j'écoute l'escalier. Elle ne descend pas, ou alors d'un pas si furtif. Je regarde loin vers la baie, l'extrême luminosité du quartier de Farago annule toute distinction possible. Un son de métal sur une vitre derrière moi me fait sursauter. Je me retourne, saisis et recule d'un pas. Loupiote est apparue dans l'embrasure de la porte. Son visage, voilé de cheveux, se tient derrière l'épais vitrage. Elle a un lance-harpon calé sur son bras droit et une torche électrique dans sa main gauche. Ce n'est pas une menace, pas réellement, c'est plutôt de la peur. Elle a des traits durs sur une frimousse adorable. Je lui montre mes mains ouvertes. Pas d'armes, tu vois ? Je ne te veux aucun mal. Je suis venue te dire bonjour. Elle continue une longue minute à braquer son harpon, derrière la porte vitrée. Puis, avec beaucoup d'hésitation, elle le pose au sol. Ouvre-moi, Loupiote, je ne suis pas une méchante. Elle me dévisage un long moment de la tête aux pieds. On dirait presque qu'elle compte les gouttes qui coulent de mon pull trempé. Avec sa torche, elle émet plusieurs éclats jaunes et attend. Une réponse ? Elle pose son front triste contre la vitre, comme si elle espérait une formule magique qui ne viendra pas.
Je ne sais plus quoi dire. Je n'ai pas de lampe pour lui répondre. Pas d'autre lumière que celle de mes pupilles qui s'embuent sous l'émotion. J'aimerais tant qu'elle ouvre cette porte. J'aimerais tant la prendre dans mes bras pour la consoler d'être si seule. Je ne sais pas combien de temps a duré notre face-à-face. À chaque minute, elle s'animait un peu plus, faisait davantage de gestes en émettant davantage de lumière. Et moi, complètement frustrée de ne pas pouvoir traduire, de ne pas pouvoir lui faire écho, je lui parlais. Je lui parlais de cet enfant que j'avais en moi et de son père. Je formais des sons avec ma bouche, des mots avec ma voix. Je lui donnais la chaleur de mon timbre pour seul cadeau. Elle, sa lumière incroyable, son clignotement de lueur au bout de sa main, qui me chavirait, qui était l'évidence terminale de ce monde mort qu'était devenu notre ville, nos échanges, notre humanité. Loupiote était l'enfant de ce temps, un pur produit de la solitude et de la nappe. À un moment donné, un rayon est venu balayer son phare. Elle a cligné des yeux et elle a ouvert la porte. Elle a marché aussitôt jusqu'à moi, en hésitant jusqu'au dernier moment et en m'envoyant des flashs rouges de défiance, ou d'amour. Je n'en sais rien. J'ai arrêté de parler et je l'ai prise dans mes bras. Elle était pleine de frissons et de grognements. Elle sentait le poisson et ses yeux coulaient. Elle a mis longtemps à s'abandonner dans mes bras, à tout lâcher. Moi, c'était comme si je venais d'avoir un enfant. J'étais invraisemblablement heureuse. Et elle avait 8 ans déjà, ma fille. 8 ! Je ne me souviens pas d'avoir escaladé le colimaçon. Je me souviens surtout de son odeur de poisson et d'un chat qu'elle avait récupéré je ne sais comment et qui s'acharnait sur les restes d'une raie dispersée sur le plancher. Quand j'ai découvert sa lanterne, j'ai été sidérée par la complexité de son appareillage et l'ampleur de sa gamme de filtres. Elle m'a montré sa tourelle d'émission. Elle paraissait très fière. Elle avait de quoi. J'ai aussitôt cherché à la longue vue le phare de Farago, et j'ai vite compris qu'il était masqué par une nouvelle barre d'habitation. Il me fallait un relais. Un seul suffirait. Farniente. C'est bien la première fois que la synogue de l'îlot nous envoie quelque chose de lisible. J'ai remarqué que cette loupiote avait de la visite hier soir. J'imagine qu'il s'agit d'une assistante sociale de la gouvernance. Une antiquité rare à plâtrer et à placer sur un socle. Ou encore une pédopsychiatre qui va l'amadouer pour lui réquisitionner son phare. 3 ans qu'ils essaient, ils vont bien finir par trouver la faille. Urgent et vital, pouvez-vous transmettre à Farago Trojan que Sophia attend un bébé? Urgent et vital? Il se moque de qui? Rien n'est plus urgent aujourd'hui, sachez-le, puisque tout singe l'urgence. Pas un message de pub qui ne commence par la triple salve rouge et blanc. Pas un mot de liaison qui ne t'aveugle de sa crucialité ultime pour la survie de l'univers. Une jeune vierge a obtenu ce miracle d'être engrossée quand la fécondité est tombée à 0,4, et il faudrait bien sûr que moi, Farniente, je retrouve dans la forêt des bites levées le père déjà en fuite, terré quelque part dans sa lanterne après avoir lâché sa semence céleste une nuit de pleine mer. Je ne travaille pas pour la gouvernance, et surtout pas pour leurs valets vicieux, les sociâtres, qui, au nom du retissage nécessaire des liens sociaux, rapatrient les gardiens de phare dans les cités où ils passeront le reste de leur existence à subir les spots d'information de Pharynx. Je ne prendrai même pas la peine de répondre que je ne relayerai pas. Ce serait déjà trop amène. Je vais les laisser dans le doute, ça les ralentira. C'est encore plus savoureux. Lamproie. Elle a encore balancé ses couleurs en vrac, la loupiote, dans le smog du matin, comme tantôt. Au début, pas fait vraiment gaffe. Je sais pas ce qui m'a accroché l'œil à cadence ric-rac avec ce spectre typique des lifards, pas bravache et très réglo. Ils font jamais dans le bâtard, leur rouge rougit, et leurs verres sont des verres, de sorte qu'un mec qui a 30 ans de bouteille comme je, il les chope tout de suite, du coin de la rétine. Là, j'ai tiqué illico, loupiote c'est pas calé du lifard, ça se saurait. Conclusion, il y a quelqu'un de neuf dans sa lanterne. J'ai sorti la longue vue pour checker. J'ai vu une jolie silhouette avec du blond et la gamine tout près. Ça m'a fait du bien. Alors, j'ai regardé de plus près les émissions. J'ai viré les parasites laser et les traces d'halogène, et j'ai carrément noté. Si j'ai bien capté, la nana a un marmot dans la lampe tempête, et je suis chargé de l'annoncer au pater, un certain Farago, qui doit azimuter du luxe pas trop loin de ma zone. Sinon, je vois pas trop pourquoi on s'adresserait à Toto Lamproie pour une commission comac. J'ai posé mon cul sur un tabouret et j'ai allumé dans ma tronche tous les spots encore en service. Comment loger ce Farago? J'ai fait une liste qui tient sur les doigts de mes 2 pognes. Des gars assez querus pour avoir la gentillesse de relayer une annonce. Et j'ai balancé. Vaille que vaille. Advienne que pourri. Faut juste espérer que ça déforme pas trop, de rebond en rebond. Puis j'ai émis sur Lupiote pour accuser réception. Pouvez pas faire mieux. Non. Farago. Hier soir, j'ai reçu un message à peu près clair de la franche côtière. Une fois n'est plus coutume, j'ai pris la peine de le décoder. La nappe est devenue tellement absurde dans sa luxuriance que personne ne se fatigue plus à déchiffrer in extenso qui que ce soit.
Par réflexe, on décode les premières salves, puis on zappe. Nous ne sommes plus profonds, nous flottons, nous promenons notre attention liquide sur toute chose, jusqu'à s'oublier. Contemplatif? Même plus, juste excité, laissé pour vif à la lumière de l'extrême hypnose. Alors ce message? Il venait de Sophia, disait le relayeur, qui le tenait d'un triple pontage issu du bas port dont l'origine incertaine aurait été, selon la seconde source, un certain Lamproie. Un message après 1 mois et demi d'attente frénétique et désespérée. Un message. J'ai été placé dans la nuit mon kilo de TNT, au niveau de la 5e marche de mon escalier. Ma bobine de fil fait dans les 30 mètres, c'est la largeur de ma dalle. Si tout se passe bien, mon phare va s'effondrer sud-ouest. Il devrait écraser une petite dizaine de véhicules et couper totalement l'axe Taormine pour une journée. Ça fera les gros spots des diffuseurs, et moi, ça m'offrira un pont de fortune pour traverser le fleuve automobile. Au bout, j'emprunterai la passerelle Inner Love, et de là, je pourrai atteindre la Grève pour chaparder une chaloupe et filer sur l'océan. Sophia n'a jamais compris qu'il puisse y avoir un pur plaisir d'émettre, la volonté de laisser une trace pour une trace, même éphémère, même inane, juste pour signer, laisser un sens. Tu ne peux pas écrire, mais tu peux signer. Moi, je comprends ça. Ou en tout cas, je le ressens. C'est l'ultime étape de la délitescence des liens, laquelle est une production architecturale de la ville. Sophia nous a chargés de vous annoncer. Jusqu'à l'explosion, je vais diffuser en continu à la puissance maximale mon testament de fartiste. Il raconte le peu que j'ai compris, que je veux laisser flotter, en souvenir. À l'origine, personne ne s'en souvient, mais les phares avaient été bâtis pour guider de très loin les navires qui venaient du large. Ils étaient le porte-étendard de la ville, son interface fière, ouverte par construction sur l'extérieur, offrant aux voyageurs la plus généreuse des lumières, celle qui accueille, celle qui sauve. Et puis on a retourné les phares. On leur a fait éclairer la ville au lieu d'illuminer l'horizon, d'où ne venaient plus beaucoup de voyageurs, quand ce ne fut, bientôt, plus aucun. Je n'ai pas connu la première génération de fartistes, celle qui a tout inventé. Je sais juste que c'était une poignée de brillants fous qui avaient décidé de conjurer la férocité phonique de la ville par la douceur des lueurs. Ils commencèrent à 12, ils furent vite 30, puis 100. Il y avait de l'espace, il y avait de la place pour tous, il y avait du talent surtout. Le talent et la fougue, pionnière, de ceux qui se battent pour imposer une utopie perchée. Qu'elle souhaite éteindre votre relation. Pendant longtemps, les fartistes furent une élite. Peu le comprenaient, peu les écoutaient. La gouvernance comprit toutefois le parti fantastique qu'il pourrait tirer d'une diffusion par la lumière. Elle fit bâtir les phares commerciaux, offrit des licences aux publicibleurs et créa Pharinx et Ophar, les diffuseurs ignobles. En contrepartie, elle proposa une démocratisation, manière subtile aussi de diluer l'influence des pionniers sur la nappe. Ils avaient inventé les codes, les langages, les relais, la structure même de la nappe. Ils se retrouvèrent isolés et noyés dans une luminescence populaire, secrètement repérée et reformatée par les diffuseurs. La nappe des débuts était anarchique, dénuée de tout centre, plus rhizomatique qu'arborescente. Elle permettait à tous les acteurs de se parler directement. La démocratiser pour l'ouvrir à tout phare paraissait noble. Qui se serait opposé à cette liberté-là? Qui aurait pu prévoir qu'en se saturant, au fur et à mesure, la nappe deviendrait un chaos, non plus créatif, mais nivelant, et qu'en émettant sans cesse davantage à partir de davantage de lanternes et plus intensément, la nappe allait appeler, mécaniquement, de l'intérieur, une sorte de concentration des messages et de l'attention sur quelques nœuds, afin de rendre à nouveau lisibles et appropriables les contenus. Et qu'au bout du processus, c'est donc la gouvernance qui, sous couvert d'une démocratie d'expression, réimpose sa grille d'émission et d'écoute, non plus sur une nappe, mais sur un brouillard, commode, de luxe, dont on lui sait gré de filtrer pour nous, fatigués de la rétine, la lumière visible. Parce qu'elle attend un enfant de Wous. J'ai connu ce Wous. C'est un liphare modèle, un brave con. Mais je n'aurais jamais cru que Sophia puisse. Je viens d'activer le programmateur. Il devrait émettre une 10aine d'heures. Je me sens complètement vide. Avec un peu de chance, le phare me tombera dessus. Je n'aurais même pas ramé vers le large pour aller me perdre dans l'océan d'asphalte. C'est bête, et ça m'échappe. Je ne peux pas m'en empêcher, cette image revient toujours. Je repense à Sophia, lorsqu'elle a salué des deux mains, tanguant sur son balcon, dans sa robe couleur de la poussière du ciel, avec son pull d'angora rouge tellement vieux qu'il ne peluchait même plus.
tellement vieux qu'il était devenu sa peau de peluche odorante et de bonheur, à envelopper au creux de mes bras. Quand l'étreinte n'a plus d'air, on dit qu'elle est éteinte.